Aujourd'hui, on vous parle de Detoshi. Hello! Hello! Bienvenue chez Laurier, c'est Cédric. Et Laurent. Et on va vous parler du bestiau qui a là. Daitoshi. Daitoshi. Disons-le quand même. Ah oui, Daitoshi, pour ceux qui nous écoutent et qui ne nous regardent pas. Les mensurations, c'est créé par, pas Andy Garcia, mais Danny Garcia. Oui, pas la même chose. Illustré, là je dois regarder, parce que j'ai pas mon copion. Marina Vidal. Marina Vidal qui nous a fait que ça. Danny Garcia, Barcelona. Entre autres. Hein. Neko Syndicate qui va seulement arriver. Neko Syndicate. Non, il a fait Windmill Valley, Arborea. Il est quand même assez productif. Oui. Et la madame, ça continue. La madame, elle n'a fait que ça. C'est chez De Vere. Pour la version originale, il y a grande chance qu'il atterrisse chez Yellow. C'est du 1 à 4 joueurs à partir de 14 ans. Pour des parties d'à peu près 120 minutes, qui détient. Je ne veux pas dire grand-chose. Le pitch. Ah oui, le pitch. Bon, tout ce que je sais, c'est que Detoshi, c'est une ville qu'on essaie de développer, en fait, dans un univers à la Miyazaki, qui est le même univers d'ailleurs partagé par Bitoku, par Sen, par Silk, enfin, ils essaient de créer un univers qui s'appelle, je ne sais plus, ils ont nommé d'ailleurs cet univers. Et d'ailleurs, dans la règle, il y a une ligne du temps avec où se situent les différents jeux, Daitoshi étant relativement dans les premiers, si je ne m'abuse. Bref, pas très important. Donc c'est un univers à la Miyazaki, un univers un peu onirique comme ça, avec la présence de yokai. Et donc on doit essayer de développer une ville, donc industrialiser une ville, n'exploitant pas trop la nature, ou en tout cas si on l'exploite, il faut pouvoir rendre la nature. Hein, d'ailleurs, mécaniquement, on retrouve un lien avec ce thème, et ne pas trop frustrer les yokai, parce que sinon ils nous empêchent de prospérer, en tout cas de construire la ville comme on le souhaitait. Hein. Ils nous mettent un peu des bâtons dans les roues, les différents joueurs. Voilà. Alors quand je dis ça, c'est un jeu purement compétitif. Hein. Il n'y a pas du tout de notion de semi-cop là-dedans. La mécanique principale, c'est du placement d'ouvriers sur une rondelle. Ouais, sur une rondelle. Hein. Rondelle d'action, avec de la gestion de ressources, bien entendu. C'est un placement d'ouvriers qui est imbriqué dans une rondelle. En fait. On va aussi construire un peu son petit moteur à ressources qu'on va construire un petit peu. Moteur de production, en fait. Oui, moteur de production. Le twist. C'est donc une rondelle, mais dans laquelle il y a un placement d'ouvriers qui est intégré, et on va développer cette rondelle en fait au fur et à mesure du jeu en agrandissant les secteurs et en les améliorant. Mais là, vraiment, le petit twist, on pourrait dire, c'est vraiment ce placement d'ouvriers dans la rondelle. Donc non seulement on déplace notre ouvrier principal pour sélectionner les secteurs dans lesquels on va faire nos actions, et une fois qu'on a sélectionné ce secteur, faut-il en avoir, puisque les ouvriers en question ne sont pas notre couleur, on peut poser des ouvriers. Qui sont une ressource, en fait. C'est ça, qui nous permettent d'acquérir des ressources en dehors d'une production. Ouais, vous avez des multi-pistes circulaires, hein, un peu tout. Vous avez une piste pour votre bus, donc une piste pour votre ouvrier principal. C'est plein de couches de rondelles, que même vous allez pouvoir même les agrandir, ces rondelles, avec un action. Il n'y a pas vraiment un twist, en dehors de ces rondelles dans des rondelles, et de ce placement d'ouvriers dans une rondelle. Mais le jeu, comme souvent chez Garcia, a des petites spécificités qui ne sont pas nécessairement très originales quand on les voit, mais à y jouer, il y a une espèce de... une espèce de feeling un peu différent qui fait... Est-ce qu'on peut parler de twist, ça c'est autre chose, mais en tout cas ça lui donne une certaine personnalité on n'a pas l'impression d'avoir quelque chose entre les mains qu'on a déjà joué en fait. Rien dans le jeu de ce qu'on a déjà vu quelque part. Ouais, c'est pas quelque chose au niveau feeling, voilà. C'est ça. Voilà. Au niveau mécanique, on a déjà vu ça dans pas mal de jeux différents. C'est pas typiquement un jeu, plein de jeux différents. Mais typiquement, c'est le genre de jeu, en fait, les premiers tours, c'est pas trop ce qu'on doit faire, en fait. On est un petit peu perdu, donc c'est assez typique de genre. Ça montre bien qu'il y a quand même une certaine originalité dans l'agencement, en tout cas, des mécaniques. Rejouabilité, variabilité. C'est pas mal, je trouve, franchement, parce qu'il y a plusieurs axes stratégiques à développer. Vous avez déjà plusieurs pistes de scoring qui vont scorer, vous les aviez déjà dans Bitoku par exemple, mais vous allez en pousser une au maximum, donc il va falloir optimiser dans ce que vous êtes en train de pousser, et ça va être au détriment des autres pistes, hein, parce que
certainement pas en première partie, il n'y a certainement pas moyen d'aller pousser dans toutes les pistes au maximum. De toute façon, ces pistes-là doivent être dégagées au niveau du scoring aussi, par la prise de tuiles. Et ça, la prise de tuiles est assez intéressante, on en reparlera dans nos avis. C'est vrai que le scoring est assez particulier. Hein. Ouais. Le scoring est assez particulier. Et tu parles de la variabilité, mais je mentionnerai qu'il y a notamment une méga machine, donc une machine qu'on peut construire. Il y en a 5 dans le jeu, et donc en fonction de la machine avec laquelle on va jouer, ça va être déjà différent. Mais il y a surtout les villes avec lesquelles on peut aussi commercer, qui sont 5 tuiles parmi, je ne sais pas combien il y en a dans le jeu, il y en a beaucoup. Et là, c'est des espèces d'adjuvants qui peuvent être là, présents ou pas présents, en fonction des parties. Et donc, en fonction de ce qu'on a là, et qui nous permettent de faire certaines choses, dans d'autres parties, on ne les aura pas. On devra faire autrement. Donc, il y a quand même une certaine variabilité qui va jusqu'à peut-être une façon même de jouer qui sera probablement un petit peu différente en fonction de du setup du jeu. Poids et cible, 3,92 sur 5 sur BGG. Est-ce qu'on est dans de l'expert? Oui, mais pas dans de l'expert qui tâche. On est vraiment dans une entrée. Tout dépend de ce qu'on appelle expert, mais c'est vrai que c'est pas du très lourd en fait. Par contre, on en parlera probablement dans la conclusion, il y a une espèce d'écosystème qu'il faut comprendre, une espèce d'imbrication un petit peu à la Lacerda, on peut retrouver certains traits typiques. Et donc il faut quelques parties pour mettre les pièces ensemble, pour vraiment rentrer dans le jeu. Au début, comme je disais, on est un peu perdu, non seulement parce que les mécaniques sont un petit peu quelques originalités quand même, mais en plus parce qu'il y a une espèce d'imbrication qui fait qu'on doit aller dans un sens plutôt que dans un autre. Il ne faut pas trop se tromper non plus, surtout au début. Après, on commence à avoir beaucoup de ressources, donc c'est plus un souci. Mais voilà, donc c'est assez intéressant à ce niveau-là, cette imbrication. Le matériel, là, on est dans très bonne note. Hein. Là, vraiment... il mérite une très 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 bonne note parce que pour une 60aine d'euros, vous avez du double couche, des meeples sculptés, des ressources en résine. Imprimé et toutes les ressources sont en acrylique. J'ai rarement vu ça, même chez De Vere, qui est quand même un habitué du matériel quand même correct par rapport au prix. On n'est pas chez Garfield, mais on a quand même Atos qui est au-dessus. Ouais, clairement. Mais par contre, ici, on a encore passé un cap. Je pense qu'ils ont vraiment fait en sorte dans leur jeu 2024, on peut encore parler de 2024, puisque c'est sorti l'année dernière à Essen. Ouais. Je pense qu'ils ont encore passé un cap à ce niveau-là. Ils ont vraiment mis beaucoup de choses. Après, il y a certaines choses qui fâchent un petit peu, hein, notamment par exemple la cheminée pour... au niveau de l'ergonomie. L'ergonomie, voilà, c'est ça. Mais en termes, en tout cas, de qualité de volonté de matériel... Ouais, là, on est bien. On est vraiment très bien. Hein. Pour ce prix-là... on n'est pas volé en tout cas. C'est ce genre de truc, si ça sortait sur Kickstarter dans une édition. On parlait tout à l'heure d'Arborea chez AL4, mais AL4 ne sortirait pas sur Kickstarter en deluxe quelque chose qui serait nécessairement mieux que ça. Bon, après, on n'est pas dans les tout haut de gamme, on n'est pas chez Ivy Games non plus ou chez Chip Theory ou ce genre de choses, évidemment. Mais par rapport à, encore une fois, cette 60aine d'euros, moi j'étais assez bluffé par l'édition. Moi j'ai des choses à dire sur le matériel, mais je dirais dans mes avis. Dans mes avis, si on parle de qualité de matériel, beau bulletin. Exactement. Beau bulletin. C'est ce que je veux dire aussi. Eh bien, nos avis, du coup, qu'est-ce qu'on en a pensé? Vas-y. Parce que je ne sais pas en fait ce que tu en as pensé. Non, j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment beaucoup aimé. Ce que j'ai vraiment aimé en particulier, c'est tous les axes stratégiques différents qu'il y a moyen de gagner, parce qu'on avait une stratégie plus ou moins différente, et au final, je pense qu'elles sont viables toutes les deux, même si la mienne devait être amplement optimisée. C'est de la planification quand même, hein, parce qu'il faut être au bon endroit, ça c'est pas spécialement compliqué, mais surtout avec assez de ressources, les bonnes ressources et surtout les bonnes couleurs d'ouvriers. Parce que les couleurs d'ouvriers, c'est pas si simple que ça à faire, parce qu'il y a ce fameux petit twist qui fait que si tu prends un ouvrier de cette couleur-là, tu vas choper une tuile qui risque de t'affaiblir ton plateau, en fait, tout simplement. Et ça, j'ai trouvé ça super malin, en fait. Ouais. Super malin, parce que tu peux pas lâcher les chevaux totalement, hein. Il va falloir à un moment donné... freiner, temporiser, liquider un petit peu, parce que sinon ça commence à piquer grave. Donc ça, j'ai vraiment beaucoup aimé ce genre de choses. J'ai déjà très envie d'y rejouer, ça c'est déjà un énorme point, et ça spoilera certainement le verdict. Par contre, il y a quand même pas mal de choses qui sont un peu limite.
Au niveau du graphisme, j'avais peur que ce soit aussi chargé qu'un Bitoku, par exemple. Ça n'est Au pas début, le... on est perdu. Hein. Ça n'est pas, ça n'est pas le cas. Il peut faire peur quand on le voit. Hein. C'est dense. C'est assez dense. La première action, tu fais oula, où est-ce qu'on va aller? Alors que c'est pas si compliqué, mais quand tu vois le bestiau installé sur une table, tu te dis waouh, waouh, waouh. Au niveau du matériel et de l'ergonomie, il y a des choses qui. Donc le matériel est exceptionnel, on l'a déjà dit. Au niveau de trucs, on se retrouve avec un pion qui est extrêmement instable, en fait, qui va nous marquer trop étroit. Cette piste entre la vapeur et le charbon, entre l'eau et le charbon. C'est de faire une partie sans le renverser une fois. Ah, clairement, je l'ai renversé à plus d'une fois. Ce qu'il y a aussi, c'est qu'on se retrouve avec des magnifiques camions qui sont quand même assez imposants et sculptés et tout ça, mais au final, eh bien, on ne sait pas ce qu'il y a en dessous. Parce qu'ils sont là, ils sont imposants, donc on ne voit pas très bien. Donc combien de fois on n'a pas déplacé pour voir ce qu'il y avait en dessous. Il n'y a pas mort d'homme, on est bien d'accord. Mais au final, à chaque fois que tu fais une action, tu regardes. Et à la fin, c'est peut-être un petit peu pesant. Mais c'est pas rédhibitoire du tout, largement pas. De même que chaque piste de production, on va monter un cube pour essayer de la faire monter en puissance. Eh bien, le bonus, il est en dessous. Vous allez me dire, ok, tu l'as dépassé, donc la mémoire à court terme, on y est. C'est du pinaillement, là. C'est vraiment du pinaillement à ce sujet-là. On aurait pu faire ça autrement. Ouais. Il a les défauts typiques pour moi d'un Garcia, clairement, où on est dans le too much. C'est-à-dire qu'on a joué 2 heures. À 2, donc quand ils annoncent 120 minutes, je pense que ça les tient. À 4, n'y pensez même pas, je pense. C'est un 3 joueurs. Je pense, oui. Même si à 2, ça fonctionne. Oui, ça fonctionne bien, hein, clairement, ça fonctionne bien, parce qu'il y a une espèce de troisième joueur fantôme. En fait, c'est un meeple qui va venir se poser juste pour bloquer un emplacement, et quand on arrive dans son quartier, il va se redéplacer. Donc, très facilement gérable, hein, il est absolument pas lourd, il m'a emmerdé, franchement. C'est son rôle en même temps. Et donc, c'est typique déplacement d'ouvrier, donc il joue bien son rôle. On a un peu l'impression d'avoir toujours des gold tours, tout le temps. Et donc, moi, ça m'a sorti de ma partie. Pas au début. Hein. Non, bien entendu. Après, ça prend une puissance. Et ça monte quand même assez vite en puissance. Donc, la montée en puissance est quand même assez rapide, malgré tout. Hein. Donc, même si je ne serais pas contre d'un petit effet prélude, tu vois. Mais justement, comme la courbe est assez rapide, c'est pas très grave. Hein. Voilà. Non, c'est pas grave, mais je serais pas contre si jamais ça venait arriver. Et en fait, ça me sort de la partie. Donc, les 2 heures de partie, j'ai eu un ressenti plus long. Clairement. Quand on a regardé combien de temps on a joué, on dit on a joué que 2 heures. Si on avait dit qu'on avait joué 3 heures, j'étais pas spécialement choqué. Et ça, c'est typique, je pense, à du Garcia. C'est à beaucoup. C'est pas typique à Garcia, c'est typique à l'Eurogame moderne. Hein. Ouais. Regarde Kordonski, Oui, Kordonski, c'est toujours pareil. Hein. Ouais. Mais Kordonski, c'est dans l'excès de ressources. Tu as trop facilement des ressources. Oui, mais même, tu fais plein de trucs, tu perds le fil, tu scores plein de choses. Tu as plein de trucs. Combien de fois ça nous est pas arrivé? Je faisais une action de production. Donc, bien entendu, il peut réagir à cette action de production en produisant lui-même. En produisant lui-même. Et donc, j'avais l'impression que quand il faisait ma réaction, qu'il avait joué son tour et que je voulais jouer mon tour. Tellement ça sortait, parce que les tours de production sont quand même assez longs, parce qu'on a beaucoup de trucs à produire, en fait, des points de victoire, des ressources, des machins, des bazars. Et donc ça m'a sorti un petit peu de ma partie. C'est dommage. Pour moi, ça vient mettre une ombre sur sur la partie que j'ai vécue. C'est pas pour ça que je n'y retournerai pas, hein, largement pas. C'est peut-être à peu près tout pour le moment où je reviendrai, je rebondirai sur des choses que tu vas dire, parce que j'ai déjà monopolisé la parole assez longtemps. Mais non. Ah bon, ok. Il va faire 2 fois plus. Probablement. Parce que je pense qu'il y a pas mal de choses à dire quand même sur Detoshi. Juste avant, parce qu'il a quand même un petit feeling lacerdien. Il y a un vrai feeling. Donc il y a quand même des filiations avec des actions qui s'imbriquent les autres. Un peu comme Sankoré. En fait, c'est pas tellement que les actions sont imbriquées, mais il y a comment je veux dire, un flot d'actions à suivre si on veut. On peut être dans le rythme ou en sortir un petit peu comme dans Sankoré d'ailleurs. Qui aussi reprenait pas mal le système de la Lacerda. Même si c'est plus ouvert qu'un Lacerda quand même, hein, et on a plus de ressources que dans un Lacerda, mais au début, en tout cas les premiers tours, on a cette impression, et il faut quand même suivre cet écosystème, il faut suivre les grandes lignes pour bien s'en sortir. De mon côté, je dirais que j'aime beaucoup Dani Garcia, pas spécialement par ce design, bon c'est de l'Eurogame, moi l'Eurogame, surtout l'Eurogame moderne, ça fait quelques années que j'en ai un peu soupé, c'est pas pour ça que j'aime pas jouer de temps en temps, maintenant je sais plus, comme il y a peut-être
4-5 ans où c'était probablement ce que je jouais le plus. Maintenant, voilà, je suis un peu sorti de ça. Mais Dani Garcia, j'aime parce qu'il y a des défauts. Notamment c'est vrai, on marque des points de victoire juste parce qu'on se lève de la table, on marque 2 points de victoire. Voilà, ça, c'est vrai que c'est un petit peu pénible. Il a fait pire hein, avec Barcelone. Ouais, Barcelone, j'aime bien aussi. C'était à l'excès. Mais il y a beaucoup de choses qui compensent en fait ce genre de choses. Là, je dois dire, c'est vrai que c'est quelquefois un peu too much à ce niveau-là. Par contre, son point fort, et ce qui me plaît chez lui, et ce qui le distingue de pas mal des Kordonski par exemple, qui fait de... Même Sushi, hein, qui copie ce qui a été fait, qui essaie de... Mais c'est tout à le même goût en fait. Hein. Qu'on mange un dessert, un plat dans une entrée ou quoi, tout a le même goût. Ici justement, c'est un goût différent hein, chez Dani Garcia. Le seul qui était vraiment sous influence, je trouve, c'était Arborea, même s'il a voulu reprendre un petit peu le côté de Tzolk'in en le faisant un petit peu différent. Il y a une influence, mais il y a quand même des parties. Après, par contre, que Marguerite a pu populariser. Le twist, quand même, d'une façon qui fait qu'il faut découvrir le jeu. Un petit peu comme à Lacerda, qui est quand même un cran au-dessus. Enfin, les Lacerda, la plupart, en tout cas, un ou deux crans en termes de complexité au-dessus de Daitoshi. Il y a quand même cette notion d'écosystème, de choses qu'il faut apprendre, il faut comprendre le jeu, il faut quelques parties pour vraiment pouvoir être dans la partie, être dans le bon rythme, être faire les actions qu'on veut au moment où on veut, avoir bien tous les tenants aboutissants, que les leviers deviennent clairs. Il a un bon tempo. Hein. Il a un tempo, Dani Garcia, tous les niveaux, est de mettre de l'interaction. Alors, on est dans l'Eurogame, hein, il n'y a pas d'interaction frontale, il n'y a pas de vol, etc. Mais il essaie de faire... Quand vous faites une action dans Daitoshi, au minimum, vous tendez la main à un adversaire en lui disant, bah voilà, moi je vais faire l'action ici, par exemple d'électrifier, ben, j'améliore une tuile, ce qui fait que l'adversaire suivant peut aller et fera une action plus puissante là-dessus. Donc il y a toujours cette notion de, je fais ça, mais ça donne ça à l'adversaire. Donc il y a une interaction généralement très positive, et un côté shared incentive que j'aime beaucoup et que je ne retrouve quasiment pas dans l'Eurogame, ou pas quasiment plus du tout dans l'Eurogame même moderne. Et c'est en ça que j'aime beaucoup Dani Garcia, parce qu'il crée une interaction fine entre les joueurs, qui n'est pas nécessairement visible, qui n'est encore une fois qui est une interaction souvent positive, mais elle est présente à beaucoup de niveaux. Et rien que pour ça, je suis toujours curieux de voir un petit design. Et personnellement, pour avoir joué à tous ces jeux, à part Nico Syndicate dont on a fait qu'un 2 tours, enfin bon, on n'est pas du tout dans le même monde. Non. Et là dans le genre, c'est pas les mêmes jeux. Hein. Non, là dans le genre on joue tout seul dans son coin, c'est complètement différent. Je pense que Daitoshi est son meilleur design. Après, j'ai pas fait 50 parties non plus, donc forcément, une fois qu'on est vraiment rentré dedans, qu'on a bien décrypté tous les tenants aboutissants, est-ce qu'il y a encore autant de challenges? Ça reste à voir. Donc il faut voir sur la longueur si c'est un jeu qui peut tenir, mais en tout cas la découverte c'est quelque chose qui est très intéressant. Encore une fois maintenant, combien est-ce qu'il y a encore de joueurs qui font 20 parties de leur jeu. Surtout que celui-ci, comme je disais tout à l'heure, il y a une variabilité qui est quand même relativement intéressante parce que il y a notamment les villes distantes, donc ce sont des espèces d'adjuvants qu'on peut déclencher en faisant une action et qui nous permet, quand on va faire d'autres actions, de les faire plus puissantes. Et ça, c'est 5 ou 6 tuiles parmi je ne sais pas combien. Et donc, on n'aura pas nécessairement les mêmes à chaque partie. Et forcément, ça va impacter notre façon de jouer. Même chose pour la Mega Machine, qui sera différente d'une partie à l'autre et qui peut impacter la façon de jouer. Et donc, rien qu'avec ça, en dehors des choses qui sortent dans un ordre plutôt que dans un autre, on a déjà des parties qui... le casse-tête, le problème ne sera pas le même d'une partie à l'autre. En tout cas, ne sera pas complètement le même d'une partie à l'autre. Et ça aussi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Alors, rayon des bémols, on l'a dit, l'ergonomie, bon. Le développement, c'est difficile aussi à dire, hein. Devir n'est pas réputé pour le développement, évidemment. En général, il n'y en a quasi pas. Ils mettent beaucoup d'argent dans l'édition, on le voit ici, moins dans les finitions. Donc l'ergonomie, oui, comme disait Cédric, le bus... il n'y a pas vraiment de parcours, il n'y a pas de marque, on se déplace sur les bonus, donc on ne les voit pas. La cheminée, là... Par contre, ça, ce système, ça c'est quelque chose à noter. Là, on parlait d'originalité. Ce système de production, donc là, ce n'est pas une ressource, mais ce qui va nous permettre de produire, c'est la vapeur. Donc c'est thématique. Et pour produire cette vapeur, c'est sur une piste commune à l'eau et au charbon. Donc quand vous allez récupérer du charbon par différentes actions, vous allez déplacer la fameuse cheminée dont on parlait tout à l'heure vers le bas, et quand vous gagnez de l'eau, vous la déplacez vers le haut. Et quand vous la déplacez dans le sens opposé de là où elle se trouve, donc elle se trouve dans la partie du bas, donc la partie négative on va dire, dès que vous la remontez vers le zéro en prenant de l'eau,
eh ben, vous allez gagner de la vapeur. Tandis que si vous continuez à prendre toujours la même ressource, que vous descendez toujours du même côté, ben, vous ne gagnez rien. Donc ce système ambivalent de cheminée qui se déplace, et ça va aussi influencer vos choix en disant ben, maintenant voilà, je suis assez bas en charbon, maintenant il faut que je prenne de l'eau pour pouvoir régénérer la vapeur. C'est malin. Hein. C'est malin, c'est quelque chose que j'avais pense pas avoir en tout cas beaucoup vu. Non, ça me dit je ne m'en rappelle pas. Donc ça c'est vraiment une originalité et honnêtement ça fonctionne super bien parce que quelquefois on ne prend pas une action juste parce que voilà. On a besoin de la ressource. On a besoin de la ressource et on a déjà suffisamment de charbon, il faut prendre de l'eau après ou le contraire, on a pris pas mal d'eau, maintenant on va prendre du charbon pour redescendre ce niveau pour pouvoir forger la vapeur, pour développer de la vapeur qui va nous permettre après de produire. Donc ça c'est vraiment très sympa. Mais donc il y a cette cheminée, on en revient au bémol, cette cheminée qui se renverse une fois sur deux, voilà c'est ça. Trop grand. Voilà, et donc encore une fois que le problème a été, on a décrypté le problème, on voit vraiment bien les tenants aboutissants. Est-ce que le jeu a encore la même solidité? C'est difficile à dire. Aussi au niveau équilibre, j'ai lu dans pas mal de reviews, notamment chez François de Vengeux, qui parlait d'un jeu plus tactique que stratégique. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Il y a évidemment de l'opportunisme, hein, clairement, mais quand même notamment sur le scoring qui est aussi assez original, le scoring qui dépend de position sur les pistes. Ouais, c'est ça. Il y a 4 pistes. En fonction de notre position dessus, on va scorer et c'est quasiment tout ce qu'on score à la fin. On score beaucoup pendant le jeu, on l'a dit, mais on score pas mal à la fin aussi grâce à ces pistes et ça peut être très très puissant, mais il faut bien choisir et donc on va faire aussi des actions en fonction de ça. Donc il y a quand même un côté finalité stratégique qu'on va choisir. Donc je suis pas tout à fait d'accord. Moi je n'appellerais pas ça un jeu tactique en tout cas. Il y a de l'opportunisme évidemment. Mais il y a quand même pas mal de stratégie en disant dès le départ, voilà, moi je vais essayer d'aller dans cette direction-là. Et il y a clairement moyen de s'y tenir. Et pour moi, il est plus stratégique aussi. Oui. Et puis il y a, comme je disais, en fonction des tuiles qui sont mises dans la partie, il y a une analyse de setup qui est quand même là et qui va décider justement un petit peu de ça. Franchement, un show de jeu, bon, pour un Eurogame, encore une fois, il ne réinvente pas la roue non plus, mais par rapport à ce que j'ai joué dernièrement, c'est quelque chose qui sort du lot en tout cas. Ne fût-ce que par le challenge qu'il propose et par la façon dont il nous demande de le résoudre. Et rien que pour ça, encore une fois, qu'est-ce qui ressemble plus à un Eurogame à l'heure actuelle qu'à un autre Eurogame? Voilà. Mais celui-là, au moins, a ce mérite de sortir. Est-ce qu'il durera dans le temps? On le verra. En tout cas, l'édition est très sympa, le fond est très sympa. Moi, je suis grand, il va rester dans ma collection. Et encore une fois, je suis de plus en plus difficile en termes d'Eurogame. Je dirais quand même une dernière petite chose. C'est que j'ai lu à droite et à gauche, et c'est vrai qu'en y jouant, on se dit il y a peut-être un petit problème sur une stratégie de production. Heureusement, le jeu nous empêche de produire 2 tours d'affilée, mais on peut produire autour des autres. Et donc, s'il y a beaucoup de joueurs qui produisent régulièrement, on peut produire beaucoup. Et chaque fois qu'on produit, si on a beaucoup de points de victoire, si on a beaucoup d'inventions avec des points de victoire, on peut produire beaucoup de points de victoire aussi. Et donc, il peut vraiment avoir une stratégie de faire quasiment que produire. J'ai pas joué comme ça parce que personnellement, j'aime pas. Mais je sais qu'il y a des joueurs qui vont voir une faille, qui vont s'engouffrer dedans. Et donc il y a peut-être une fragilité du jeu à ce niveau-là. D'ailleurs, Dani Garcia a fait un post sur BGG en expliquant que pour ceux, ça ne devrait pas arriver. Encore une fois, c'est une façon de jouer, c'est presque une mentalité de jeu. On avait eu la discussion avec Babylone, tu te rappelles, avant qu'il sorte, quelqu'un qui était monté comme ça, en fait il joue pas au jeu, il score. Il cherchait la faille. Il cherche la faille. Moi personnellement, c'est pas le genre de joueur que j'ai envie d'avoir autour de ma table, mais ça c'est un autre souci. Mais si c'est le cas, il peut avoir un petit bémol. Et donc, Dani Garcia d'ailleurs un petit post en disant, à ce moment-là, il faut essayer, je ne sais plus ce qu'il dit exactement, enfin, il faut réduire le scoring dans la production, et donc ne plus compter les doubles scoring, je pense, au niveau de la production ou ce genre de choses. Bon, voilà, on peut relativement facilement le faire. Est-ce que c'est nécessaire? Je ne pense pas, tout dépend de la façon de jouer. Si vous jouez réellement au jeu pour vous amuser et pour l'explorer, ça ne devrait pas être nécessaire, mais n'empêche qu'il y a peut-être cette petite fragilité-là dont il faut tenir compte si vous avez des joueurs comme ça qui sont très prêts à foncer dans les failles juste pour gagner, quoi. Je pense qu'on a joué au jeu justement, et donc au début, il y a quand même une montée en puissance assez nette. Et au début, on produisait assez régulièrement, genre une fois sur 2, voire une fois sur 3, pour à la fin quasiment ne plus jamais produire.
Donc Clairement. vraiment, en cas de nécessité, on essaie d'avoir les ressources autre part. Et effectivement, on aurait pu cycler sur ce genre de choses, chose qu'on n'a pas fait, en fait. Non. Parce que, ouais, la production, tu prends pas de tuiles. Les tuiles, c'est quand même chiant. Hein, donc, Ouais, on prend pas de tuiles et on fait avancer nos pilgrims sur les... Maintenant, si tout le monde fait la production, le jeu fonctionne pas. Je pense pas, non. De toute façon, on ne peut pas le faire, encore une fois, puisqu'on ne peut pas faire 2 actions de production. À notre tour, pour vous situer à notre tour, on peut soit faire une action ville, c'est-à-dire déplacer sur la rondelle, soit produire. Et on a une roue de production, et cette roue ne se reset, donc on ne peut refaire une production que quand on a fait une action dans la ville. Et donc il faut alterner les deux. Et maintenant, le problème, c'est qu'on peut suivre les actions de production des autres. Heureusement, parce que on déplace nos pèlerins donc sur ces pistes de scoring de fin de partie, on les déplace que quand c'est nous-mêmes qui lançons la production. Parce que si on pouvait les déplacer en plus, c'est broken, quoi. là, ce serait complètement broken. Mais heureusement, c'est pas le cas. Donc voilà, il faut vraiment jouer la faille pour arriver à ça et passer une partie finalement, n'avoir aucun choix, quoi. Je pense pas que ce soit le plus intéressant. J'écore peut-être un petit bémol qui n'en est pas spécialement un. C'est au niveau de l'iconographie. Elle est dense, hein, parce que c'est pas quelque chose qu'on a vu souvent dans des autres jeux, donc il faut le temps de l'assimiler. Elle est propre à Devir, en fait. Hein. Mais une fois que vous l'avez assimilé, ça va. Mais une fois que la première fois que vous vous retrouvez devant ce plateau, vous faites oula. C'est un petit peu comme dans les Garfield, hein, les Devir. Les Devir gardent cette même patte et cette même iconographie. Dans les Garfield aussi, hein, il y a certains qui ne s'en sortent pas. Mais si vous avez l'habitude de jouer au Garfield, vous n'êtes pas trop perdu. En même temps, tu dis ça, combien de fois on est retourné dans la règle? Ah, pour l'iconographie, non, rien. Une fois. Ouais, je pense. Une fois pour une tuile de production. Mais c'est ça, il va falloir la digérer. Il va falloir l'avaler, la digérer. Une fois que vous l'avez digérée, après... On reste dans un Eurogame quand même d'un certain niveau. Oui, hein. bien sûr, évidemment, mais là, c'est pas quelque chose, comme je dis, c'est pas quelque chose qu'on a déjà vu dans d'autres jeux. Et donc il faut... elle a sa patte, et il faut se la faire. Donc, tout ça, comme les Garfield, on leur patte, il faut ça faire, tout simplement. Tout à fait. Si vous avez joué à Bitoku est pire pour ça, pour moi. Le plateau est déjà encore plus chargé. Ici, il est coloré. Le plateau central, au niveau des rondelles, justement, quand vous n'avez pas l'habitude, vous vous dites, oh là là, ce quartier-là qui déborde dans celui-là, il n'est pas lisible à la première lecture. Non, mais même après, même en fin de partie, c'est que l'habitude qui va faire que, clairement. Donc, moi, j'ai très envie de voir ce qu'il a dans le ventre, d'aller plus loin, voir vraiment si cette stratégie production est ultra prépondérante et ultra forte. Donc, j'ai envie d'essayer une fois, voir ce que ça donne, tout simplement, pour voir dans quelle proportion on est, par exemple. T'essaieras en solo? J'essaierai en solo, bien sûr, ouais, si le solo permet ce genre de choses. Donc, mais oui, bien sûr. Et je te dirai de le jouer en solo. Ce serait comique. Pourquoi pas. Bon. Les commères, bûcher-laurier, ce sera un laurier pour moi, laurier, largement. Largement. Donc, dans le paysage actuel de l'Eurogame du genre, Eurogame de gestion, il n'y a pas trop de mal à se distinguer. Encore une fois, il faut voir sur la longueur. Mais même de plus que pour l'originalité du problème qu'il propose, ça vaut le coup de le tester. 7,6 sur BGG pour l'instant. Ouais, je pense que pour moi, il sera un peu plus haut quand même. Je pense. Tout dépend si on est sensible à ce genre de choses et si on peut faire abstraction, comme tu disais, de la salade de points qui est quand même... Comme tu disais, Feld a trouvé son maître. Clairement. Et même des Feld, même des pisteurs. C'est vrai que Garcia peut être quelquefois un cran dessus. Oui, je le dis. Maintenant, il est pile poil dans les Eurogames modernes. Je pense qu'on s'en lassera au bout de quelques parties, mais il va quand même tenir les quelques parties. Oui, ne fût-ce que la découverte, hein, clairement. On est pas mal là. Ouais. À bientôt. À bientôt. Salut. Salut.